Dans l'actualité ce soir, la France se serre la ceinture. 6 à 7 milliards d'euros d'économies seraient attendus suite aux premières réformes de l'État annoncées après-demain. Le logement, l'emploi et la formation professionnelle seraient directement concernés. La polémique sur l'arrivée en France des boîtiers anti-jeunes. Ils émettent des ultrasons pour décourager les rassemblements dans les halls d'immeubles ou ailleurs. Un dispositif vivement contesté. La mission humanitaire à destination d'Ingrid Betancourt a commencé. L'avion est parti avec des émissaires français, suisses et espagnols, dont au moins un médecin. Les FARC restent silencieuses. Le retour des gueules noires en Europe. Des mines de charbon rouvrent leurs portes au Pays de Galles. L'exploitation redevient rentable en raison de la flambée des cours du pétrole. Paris, à l'heure des Jeux Olympiques, la flamme traversera la capitale lundi prochain. Tour Eiffel, Champs-Élysées, une journée à risque. Les défenseurs des droits de l'homme au Tibet veulent s'inviter à la fête. Enfin, la banalisation des tests ADN de paternité. Ils sont désormais en vente libre en pharmacie aux États-Unis. En France, ils se développent par le biais d'Internet. Une nouvelle donne pour la famille. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, une fois n'est pas coutume, la Marche du Monde nous offre deux promesses d'ouverture et de démocratie. Première image, le Zimbabwe en Afrique australe où le président dictateur Mugabe vacille sur son trône après 28 ans de règne sans partage. On en avait parlé ici même, son parti a perdu la majorité au Parlement et l'opposition revendique aussi la victoire à la présidentielle. Rien n'est joué, il pourrait y avoir un deuxième tour. Londres et Washington appellent en tout cas Robert Mugabe à communiquer les résultats et à sortir de son silence. Et puis autre information de la journée, la porte s'est entrouverte à Cuba où plusieurs interdictions viennent d'être levées. Une page est peut-être en train de se tourner. Philippe Rochaud. Les Cubains sont autorisés à se jeter dans la société de consommation et acheter au marché libre ces téléviseurs, ces lecteurs de DVD, ces écrans plats à 800 €. Sous Fidel Castro, c'était interdit afin d'économiser l'énergie. Mais les Cubains en rêvaient, Raoul son frère l'a fait. Il autorise même la vente des scooters électriques fabriqués en Chine. Il y avait des tas de choses à acheter, mais au prix où c'est, il n'y a pas grand monde qui peut s'offrir ça. Révolution dans la révolution, avec un symbole, les téléphones portables en vente libre. Les Cubains communiquent beaucoup avec leurs familles réfugiées aux États-Unis. Ils pourront donc se faire appeler dans la rue. Le pouvoir ne craint plus ce rapprochement avec l'Amérique. Quand on attend un coup de fil d'outre-mer, le téléphone normal ne fonctionne jamais, même à la maison. Raúl Castro redonne aussi leur dignité aux Cubains en les autorisant à résider dans les hôtels du pays, réservés jusque-là aux étrangers. Mais une seule nuit dans une chambre à Varadero coûte plus d'1 an de salaire aux Cubains moyens. L'ouverture du frère Castro a aussi ses limites. En France, l'État va se mettre au régime. 6 à 7 milliards d'euros, c'est selon le journal Le Monde le montant des économies qui devraient être annoncées après-demain, des économies consécutives au premier train de réforme de la puissance publique. Les pistes envisagées avec Jean-Paul Chapelle. Les directions départementales de l'équipement regroupées par région pour supprimer des doublons administratifs, c'est une des pistes pour faire des économies. Même chose pour les directions départementales du travail ou encore de l'agriculture. L'État pourrait serrer les cordons de la bourse de quelques 6 milliards d'euros dès l'an prochain. Logement, santé, emploi, formation professionnelle, des aides et des subventions qui atteignent plus de 460 milliards d'euros. L'objectif serait de réduire cette enveloppe d'1,5%. Certaines aides au logement pourraient être revues à la baisse, par exemple l'aide personnalisée ou encore les allègements d'impôts sur l'investissement locatif. D'autres économies sont déjà connues. Un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite non remplacé, soit 35 000 postes supprimés. Les déficits publics atteignent 2,5% cette année. L'objectif, revenir à l'équilibre en 2012, l'engagement européen. On s'arrête un instant sur la formation professionnelle. 45 000 organismes au total, 25 milliards d'euros dépensés chaque année. Un système opaque et trop complexe selon un rapport qui sera mis demain et qui préconise plus d'efficacité. Enquête Romain Messi, Vivien Roussel. Ils sont une trentaine de salariés dans cette PME spécialisée dans les ressources humaines. Ici, on investit 9% de la masse salariale pour la formation professionnelle. Les salariés souhaitent des cours de management ou de langue. Problème, comment s'y retrouver dans le maquis des propositions? Il y a une multitude d'acteurs, d'organismes qui sont axés sur différents sujets. Il faut faire le tri là-dedans. Et de par notre métier, on a très peu de temps.
Alors pour se former sans perdre de temps, cette PME fait appel à une autre entreprise pour trouver à chaque salarié la formation adaptée. Et nous présentons pour vous la meilleure offre en termes de qualité, coût et délai. Cette entreprise travaille au cœur du système. Elle met en relation des salariés avec les 45 000 organismes déclarés. Au total, chaque année en France, 25 milliards d'euros sont engloutis dans la formation professionnelle, pas toujours avec efficacité. Et les tarifs sont négociés. Les tarifs sont négociés aussi. 10% des 25 milliards sont effectivement consacrés à la gestion administrative de la formation et donc non pas à l'action de formation proprement dite. Mauvaise gestion, système opaque et complexe, une nouvelle fois un rapport pointe les limites de la formation. Principal reproche, l'argent ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin, les chômeurs ou les salariés peu qualifiés. Ainsi, 13,6% des salariés sans diplôme ont accès à la formation, contre 44,3% pour les diplômés du supérieur. L'objectif de la réforme prévue cette année sera donc d'ouvrir la formation à tous les salariés, des petites comme des grandes entreprises, avec un autre impératif, mieux gérer l'argent. La polémique, je vous le disais, sur l'arrivée en France des boîtiers anti-jeunes. De quoi s'agit-il? D'un appareil qui émet des ultrasons répulsifs, audibles seulement par les oreilles les plus jeunes. Déjà commercialisé en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas depuis plusieurs mois, il est destiné à des magasins ou à des copropriétés qui veulent éviter les rassemblements dans les halls d'immeubles, par exemple. Un dispositif très contesté. Lionel Feuerstein, Sylvain Gauthier. C'est un petit appareil discret, utilisé par des commerçants anglais. Nom de code, Mosquito. Pendant plusieurs minutes, ce boîtier émet des ultrasons stridents de ce type. Il vise les jeunes de moins de 30 ans, seuls capables de l'entendre. En quelques minutes, ce groupe, agacé par ce bruit infernal, quitte la place. Cela vous donne des maux de tête terribles. Mais si vous partez, ce mal de tête s'en va après 5 minutes. En 2 ans, le Mosquito s'est pourtant vendu en Grande-Bretagne à plus de 4000 exemplaires. Leurs utilisateurs semblent très satisfaits. Si les jeunes deviennent trop tapageurs ou sont trop injurieux, alors on met le système en route. Le Mosquito débarque aujourd'hui en France de manière confidentielle. Rebaptisé Beethoven, il est proposé à la vente sur Internet pour 800 €. Clientèle ciblée, les petits bailleurs sociaux privés, mais aussi les municipalités. L'objectif, toujours le même, éviter les regroupements d'adolescents. Ce dispositif légal pose pourtant de nombreuses questions sur le droit des jeunes et sur leur santé. En Belgique, une famille vient de porter plainte. La semaine dernière, il a encore eu très mal encore à la tête. Je lui dis mais comment ça se fait que tu as si mal? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Tu as des tensions ou quoi? Il me dit mais c'est à cause de l'appareil à ultrasons qui est sur le mur de la banque et quand j'attends le bus, je n'entends plus que ça dans mes oreilles. Pour ce chercheur français, l'utilisation du Mosquito peut s'avérer dangereux sur le long terme. On ne peut pas exclure un risque de dommage à l'oreille à ces fréquences-là, avec des niveaux aussi importants pour une exposition relativement longue. Le Mosquito est encore peu vendu en France, mais les pouvoirs publics s'en inquiètent déjà. Penser utiliser pour l'homme des produits, des procédures qu'on utilise normalement pour l'animal me pose des questions sur cette société qui ne construit plus le dialogue. En Belgique, le ministère de la Jeunesse a pris les devants. Le Mosquito devrait être interdit d'utilisation dans les prochaines semaines. L'éducation, l'entrée en vigueur des nouveaux programmes à la rentrée prochaine fait des vagues. La contestation se focalise notamment sur la division. Jusqu'ici, les élèves l'apprenaient en CM1. Désormais, ils commenceront dès la fin du CE1, le cours élémentaire première année, donc 1 an et demi avant. Pour beaucoup de professeurs, c'est trop tôt, car à 7 ou 8 ans, l'enfant ne peut pas en saisir le sens. D'autres estiment au contraire que la technique, la gymnastique intellectuelle, peut être enseignée très jeune. La division, le débat avec Perrine Bonnet et Sébastien Denis. 2 gros ronds, une barre au milieu, c'est la division, qui a même sa chanson. 2 fois 4, 8, 8 ôté de 10, il reste 2. 50 divisé par 5, 10. Karl, Briand, Édouard la maîtrisent à la perfection, ils sont en CM1. Philippine, en CE1, elle, a bien une petite idée. C'est quand on sépare le nombre en plusieurs. Mais ça s'arrête là. Xavier Darcos voudrait y remédier dans ses nouveaux programmes, applicables dès la rentrée prochaine. Tous les élèves de CE1 devront savoir diviser par 2 et par 5 des nombres inférieurs à 100.
Mais la division dès 7 ans, n'est-ce pas trop tôt? 47. Les programmes de 1923 faisaient enseigner la division avec les autres opérations en cours préparatoire. Est-ce que nos enfants sont plus tartes que ceux de nos arrière-grands-parents? Bien sûr que non. En fait, plus on procède tôt à des apprentissages fondamentaux, plus tôt ils sont maîtrisés. L'opération posée, j'entends bien, avec la potence, c'est une opération complexe qui fait intervenir la soustraction, tout ça de manière mêlée, qui est une opération qui se calcule de gauche à droite et non pas de droite à gauche comme les autres. Les élèves n'ont pas au CE1 les connaissances qui leur permettent de comprendre et donc de mémoriser cette technique. La potence, cette drôle de barre de division, n'effraie pas pourtant nos voisins européens. Finlande, Italie, Allemagne l'enseignent déjà dès 7 ans. Sommes-nous à la traîne? Sont-ils trop faibles, nos élèves? Le niveau des enfants en maths, comme d'ailleurs en français, est de plus en plus faible. C'est pas moi qui le dis, ce sont tous les classements internationaux. Il faut améliorer le niveau en maths d'abord en ne changeant pas les programmes tous les 4 ou 5 ans, c'est-à-dire en laissant aux enseignants le temps de s'approprier les programmes pour voir quels en sont les effets. Jusqu'aux années 70, la division était au programme du CP. Mais les instituteurs faisaient souvent l'impasse. La division déjà divisée. Un coup de semonce contre la discrimination raciale. Le jugement fera sans doute date. Renault est reconnu coupable d'avoir freiné la carrière de 2 ouvriers spécialisés d'origine étrangère. Le groupe est condamné à verser 140 000 € de dommages et intérêts. Karine Comazzi, Stéphane Guillemot. Lucien Breuler est un retraité heureux. Il vient de gagner contre le géant Renault, l'employeur qui ne l'a pas augmenté pendant 26 ans. Une grande victoire. 5 ans que je me bats pour cette victoire. En 1969, ce Martiniquais d'origine entre comme ouvrier électricien chez Renault. Jugé bon élément, il est augmenté les 6 premières années, puis plus rien. J'ai constaté qu'il n'y a que moi, le seul noir qu'il y avait dans l'équipe, qui n'a pas progressé. Pourquoi? Et pourquoi les blancs ils progressent? Ils n'étaient pas plus intelligents que moi, mais ils n'avaient plus de savoir que moi. Application de la loi de 2001. Dans les entretiens d'évaluation annuelle de Lucien Breuler, aucune critique, aucun problème hiérarchique. En 2001, la loi est modifiée. C'est à l'employeur de motiver pourquoi il n'augmente pas son employé. Lucien Breuler attaque et 5 ans plus tard, il gagne en appel. Il y a quasiment une dizaine de décisions finalement qui sont rendues sur la discrimination dans la carrière. Beaucoup pour la différence des sexes, hommes-femmes, pour la différence entre les syndiqués et les non-syndiqués, mais il n'y avait pas de décision de justice sur les inégalités de carrière à raison de la couleur de peau. Une affaire importante. La direction de Renault se dit ce soir attristée par cette décision et envisage de se pourvoir en cassation. La politique, 3 jours de retard qui provoque la controverse. Nicolas Sarkozy s'est inscrit hors délai sur les listes électorales pour les élections municipales. C'est ce qu'indique le Canard enchaîné cette semaine. Des documents auraient été antidatés. La gauche parle d'un nouveau signe de dérive absolutiste. Thierry Curtet, Florence Gaillard. Pouvait-il voter dans cet arrondissement pour ces élections municipales? Selon le Canard enchaîné, le citoyen Sarkozy n'était pas inscrit sur les listes parisiennes au soir du 31 décembre, date limite. L'hebdomadaire satirique décrit une discrète opération commando après la fermeture des bureaux de la mairie du 8e arrondissement. Il fallait régulariser la situation, mais on était déjà le 3 janvier, hors délai donc. À la présidence de la République, on ne confirme ni n'infirme l'opération. On renvoie à l'inspection d'une commission. La commission électorale du 8e arrondissement a validé l'inscription de M. Nicolas Sarkozy sur sa liste. À l'Assemblée nationale, les premiers sourires passés, l'information laisse dubitatif. Je me demande encore si c'est pas un beau poisson d'avril du Canard enchaîné. Donc je reste encore sur mes gardes et prudent. Il nous a habitués d'ailleurs déjà à un certain nombre d'écarts de comportement, donc il n'est pas étonnant qu'ils prennent une certaine forme de légèreté avec la loi. Alors, tempête dans un verre d'eau ou affaire d'État, à l'Élysée, on assure qu'on a d'autres sujets de préoccupation en ce moment.
En bref, c'est désormais officiel. ArcelorMittal a confirmé lors d'un comité européen la fermeture partielle du site de Gandrange. 575 emplois devraient être supprimés. Les syndicats ont immédiatement appelé à une mobilisation générale. Ils parlent de non-sens industriel et social. Le gouvernement n'a fait aucun commentaire. Rappelons que Nicolas Sarkozy, en visite sur place, avait déclaré que l'État investirait avec ou sans Arcelor pour préserver le site. L'actualité à l'étranger, la mission humanitaire lancée par la France pour tenter d'atteindre Ingrid Betancourt est partie en fin d'après-midi vers la Colombie. L'Espagne et la Suisse sont associées à l'opération qui s'annonce très délicate, sans garantie de succès, puisqu'aucun engagement des FARC n'a été pris en ce sens. Un avion a décollé tout à l'heure avec à son bord des émissaires, dont un médecin et également le beau-frère d'Ingrid Betancourt, un diplomate, Daniel Parfait. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Nous savons que Madame Betancourt, ce que nous savons, c'est qu'elle est dans un état très grave. Et donc, tout ce que nous avons humainement pu faire, nous l'avons fait. Il faut maintenant attendre que nos envoyés spéciaux, le médecin, puissent parvenir sur le terrain. C'est pas simple. Le coup d'envoi du sommet de l'OTAN à Bucarest en Roumanie. Nicolas Sarkozy est arrivé sur place, précédé par George Bush. Deux sujets principaux au programme ces prochains jours. Le renforcement des troupes en Afghanistan et l'entrée dans l'OTAN de deux nouveaux membres. La Géorgie et l'Ukraine. Les États-Unis y sont favorables. La Russie y est vivement opposée. La France, elle aussi, a exprimé ses réticences. La revanche des gueules noires, c'est ainsi qu'on appelle les mineurs de fond. Eh bien, des puits de charbon sont en train de rouvrir en Europe, au Pays de Galles. L'exploitation redevient en effet rentable en raison de la flambée des cours du pétrole. Les Britanniques voient ainsi ressurgir une partie de leur passé. Maryse Burgot, Laurent Desbois sur place. Ils ont retrouvé leur lampe frontale et la fierté de travailler. Ces gueules noires du Pays de Galles vont rejoindre le fond de la mine. La Grande-Bretagne a presque épuisé ses ressources de gaz et de pétrole. Elle revient donc au charbon. Premier chantier sur cette mine fermée depuis 1999. Creuser de nouveaux tunnels avec enthousiasme et humour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a que moi qui travaille ici. C'est ça le problème. La machine est cassée, mais réparée en quelques minutes. L'attaque du mur peut commencer. Image symbolique d'une industrie qui renaît après des années de déclin et de fermeture de sites. Nous avons participé à la grande grève de 84. On arrêtait le travail pendant 1 an. On refusait les fermetures. Mais malheureusement, Margaret Thatcher a complètement démantelé notre industrie. 1984, Margaret Thatcher est alors Premier ministre. La Dame de Fer affronte sans céder la plus dure et la plus longue grève des mineurs de l'histoire du pays. C'est de l'intimidation. Cette grève est illégale. Ces images de policiers chargeant les mineurs en grève symbolisent ce combat que l'on croyait définitivement perdu. La production du charbon n'était plus rentable, un point, c'est tout. Or, la réouverture de ce site au Pays de Galles prouve que le combustible noir a finalement un avenir. La crise énergétique est passée par là. Je ne crois pas que les énergies renouvelables permettront de suivre la demande croissante en énergie. La seule solution, c'est le charbon. Seul problème, le charbon est une source d'énergie très polluante. Ces mineurs du début du siècle n'imaginaient évidemment pas ce que serait le réchauffement climatique. Or, en brûlant, le charbon dégage une très grande quantité de CO2. Comment capturer et stocker ces gaz à effet de serre? Les partisans du retour au charbon proposent d'enfouir ce CO2 dans des réservoirs sous terre. Cette méthode devrait être prochainement testée sur ce site dans le sud de l'Angleterre, mais elle ne convainc pas les écologistes. C'est vraiment une source d'énergie du temps des dinosaures. Mais la décision sera prise au final par Gordon Brown. Ce sera la plus importante de son mandat. Ces mineurs sont donc désormais suspendus aux décisions du Premier ministre britannique. S'il donne son accord pour la construction de ces centrales capables de stocker le CO2, le charbon ne sera plus le paria de l'énergie. À chaque fois que ces hommes descendent dans la mine, ils savourent leur revanche. L'histoire a failli faire disparaître leur métier du dictionnaire. Cette réouverture est le symbole de la fin des années noires.
Toujours à l'étranger, en Belgique, l'accalmie politique et la formation d'un gouvernement n'apaisent pas les tensions entre wallons francophones et flamands néerlandophones. Exemple en Flandre, les logements sociaux sont désormais réservés aux personnes qui parlent le flamand ou qui s'engagent à l'apprendre. Sur place, François Baudonnet, Frédéric Furnemont. Ils chantent en flamand. Rien de plus naturel, ce centre de loisirs est en effet situé dans une commune flamande. Mais le scandale éclate lorsque la Belgique découvre qu'ici, la mairie refuse les enfants qui ne parlent que français. Si les enfants ne parlent pas néerlandais, c'est un problème pour la sécurité. C'est dangereux. Nous sommes responsables de ces enfants et nous devons pouvoir communiquer avec eux en toutes circonstances. En fait, ici, le français semble bien avoir été banni. Pour preuve, pour répondre à nos questions, des consignes claires ont été données aux enfants. Avec nous, là, tu dois parler flamand. Je dois parler néerlandais. Pourquoi? Parce qu'on doit. Quand les enfants ne parlent que le français, ils n'apprennent qu'une seule langue. Alors c'est pas terrible. L'affaire a fait grand bruit et la région flamande a dû in extremis désavouer la commune. Mais en Belgique, les problèmes de cohabitation entre francophones et néerlandophones sont partout, surtout pour le logement. Dans cette banlieue de Bruxelles, où les francophones sont majoritaires, ces logements sociaux sont exclusivement réservés aux flamands. Le maire, francophone, parle de ghetto. C'est vraiment, moi j'estime, scandaleux. C'est faire des francophones des citoyens de deuxième zone. Et ce genre d'endroit devrait se généraliser, car depuis le 1er janvier dernier, la Flandre réserve ses HLM aux personnes qui parlent néerlandais ou qui s'engagent à l'apprendre. Une catastrophe pour ce francophone qui bénéficiait jusqu'à présent d'un logement social. Il faut absolument passer et réussir un examen en irlandais avant d'avoir le droit de poser sa candidature. Je trouve ça révoltant dans le sens où on nous oblige, c'est-à-dire que c'est même pas une... On pourrait nous proposer, non là c'est vraiment une obligation. Au risque de perdre son logement, cette famille ne se pliera pas à la nouvelle règle. Une règle qui prouve qu'en Belgique, la fracture entre les deux communautés est plus aiguë que jamais. Aux États-Unis, une décision qui retient l'attention, les tests ADN de paternité sont désormais en vente libre dans les pharmacies. C'est une nouvelle donne pour la famille. En Europe aussi, il faut savoir que la banalisation est en marche. Ces tests sont autorisés en Espagne, par exemple. En France, ils sont interdits, mais disponibles facilement par le biais d'Internet. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Diego Garcia, Marie Cros. Oui, elle arrive, maman. Un cadeau de la vie. Pourtant, Annabelle ne l'attendait pas. Après une rupture, elle entame une nouvelle relation. Le bébé arrive vite, trop vite. Qui est le père? Pour en avoir le cœur net, elle décide de faire un test de paternité. Moi, je l'ai vécu comme un soulagement. Il fallait que la vérité soit faite officiellement pour moi et pour pouvoir construire psychologiquement la vie future de mon enfant. C'est sur Internet qu'elle trouve la réponse à sa question. Facilement et en toute discrétion, de nombreux sites étrangers proposent des tests. Ils sont anonymes et ne requièrent pas le consentement des deux parents présumés. Ces tests sont interdits en France mais autorisés en Espagne par exemple. Annabelle a franchi le pas. Il m'a coûté 300 €, ce qui n'est pas une somme négligeable. Séville, Espagne. Le siège de DNA Solutions. C'est ici que l'échantillon va être analysé. Dans cette multinationale de la génétique. Un commerce lucratif pour ce laboratoire qui profite de l'interdit français. Et justement, ici, 80% des clients sont français. Leur interlocutrice s'appelle Elena. Bon, nous venons de recevoir ce test. Un test très simple d'utilisation, mais qui nécessite la participation active des parents. Il faut tout simplement gratter la brossette dans la bouche et la remettre dans le sachet. C'est tout. 3 semaines plus tard, le client reçoit les résultats de l'analyse. À ce moment-là, il sait si oui ou non il est le père biologique de son enfant. Un taux de fiabilité de 99,99% au dire du laboratoire. Mégots, cheveux, salive, les utilisations sont multiples. Je crois que cela peut aider tous ceux qui veulent connaître leurs liens de parenté pour les clarifier. Père et enfant, mais aussi frères et sœurs, qui ont été séparés à la naissance, par exemple. DNA Solutions effectue plus de 50 000 tests par an.
Ces tests peuvent aussi détecter une éventuelle disposition aux maladies génétiques. Mais les 3/4 des demandes de particuliers concernent la paternité. Pour beaucoup d'experts, ces tests posent de véritables problèmes éthiques. En France, depuis la rédaction du Code civil en 1804, qu'un enfant est supposé être l'enfant de sa famille parce qu'il vit dans sa famille. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et bien entendu, l'introduction des tests ADN risque de perturber une telle conscience de l'appartenance à une famille. C'est là où réside le problème d'éthique. En France, les lois de bioéthique de 1994 n'autorisent les tests de paternité que sur la demande du juge. Les contrevenants, comme Annabelle, risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Pour elle, la loi doit évoluer. On est obligé de contourner la loi. Donc on devient quasiment voyou pour avoir fait un acte naturel. Donc il faut absolument gérer cette situation-là au niveau de la France surtout, puisque c'est possible à l'étranger. Aujourd'hui, Annabelle est rassurée. Elle connaît l'identité du père de son bébé. Mais si les tests de paternité sont en vente libre en pharmacie aux États-Unis, leur libéralisation en France ne semble pas d'actualité pour l'instant. Le dossier du Tibet et des Jeux Olympiques, c'est lundi prochain, dans 5 jours, que la flamme arrivera à Paris. Le parcours a été donné aujourd'hui, il est prestigieux. 80 athlètes ou personnalités porteront la torche. Mais on évoque déjà une journée de tous les dangers, car les défenseurs des droits de l'homme ont bien l'intention de se faire entendre. Manuel Tissier, Mathieu Drejoux. Tous les 4 ans, cette flamme olympique annonce les Jeux d'été partout dans le monde. Comme en 2004, elle revient à Paris. Mais cette année, elle est aussi le symbole de la répression chinoise au Tibet. À 128 jours des Jeux de Pékin, Paris ne pouvait l'ignorer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le 7 avril, il y aura sur la façade de l'hôtel de ville une grande banderole qui dira « Paris défend les droits de l'homme partout dans le monde ». Lundi, à 12h35, la flamme olympique quittera le premier étage de la Tour Eiffel. Un parcours de 28 km sur la rive gauche de la Seine d'abord. Les relayeurs, qui porteront la torche, remonteront ensuite vers la place de l'Étoile. Un passage devant l'Assemblée nationale, puis direction plein sud vers le stade Charletti. 80 sportifs ou anciens sportifs vont se passer le témoin olympique. Et ils ont décidé de porter un signe distinctif pour marquer leur attachement aux droits de l'homme. Besoin de personne pour dire ce qu'on pense, et on va le dire haut et fort, on va l'exprimer haut et fort, on va le porter haut et fort, et on sera fiers de le faire. Action jugée insuffisante par Reporters sans frontières. La mairie n'a pas le courage de s'opposer au comité national olympique, le comité national olympique n'a pas le courage de s'opposer au comité international olympique. Résultat des courses, il y aura un certain nombre de choses qui se feront pas dans la bonne entente. Aujourd'hui, la flamme olympique était au Kazakhstan. Aucune manifestation n'est venue troubler cette deuxième étape hors de Chine. Les suites de l'affaire de la banderole au Stade de France, la commission de discipline de la Ligue de football se prononcera sur d'éventuelles sanctions demain. Ce soir, tous les regards sont tournés vers le Parc des Princes où se joue PSG Strasbourg. Premier match depuis l'affaire. Bonsoir Zinedine Boudaoud, vous êtes sur place. Quel est le climat? Y a-t-il eu des incidents? Bonsoir David, non, ici tout est très calme, vous le disiez, le match a commencé depuis quelques minutes, aucun incident n'est à signaler. Il faut dire que PSG Strasbourg, l'affiche de ce soir n'est pas un match classé à haut risque par les autorités, néanmoins 800 fonctionnaires de police sont déployés au cas où. Il faut dire que tous les regards sont tournés à l'heure actuelle vers les tribunes et notamment vers le COP de Boulogne où les dirigeants du Paris Saint-Germain nous ont affirmé avoir tout mis en œuvre pour éviter que de mauvais supporters déploient une banderole à caractère haineux comme samedi dernier. J'ai discuté un petit peu avant le début du match avec quelques supporters qui nous disaient regretter le geste de samedi, tout en nous disant que selon eux il s'agirait plus de folklore, nous citant même des exemples de situations similaires qui se sont produites dans d'autres stades avec d'autres supporters. Ce n'est évidemment pas l'avis de la justice puisqu'une enquête judiciaire est en cours. Rappelons qu'hier 19 habitués du Parc des Princes ont été interdits de stade, mais il faut bien avouer ici que la grande frayeur du Paris Saint-Germain, ce n'est ni la police ni la justice, c'est que le club soit relégué en Ligue 2, David. Merci Zinedine.
L'environnement, c'est en ce moment la semaine du développement durable. Regardez ce sondage, 73% des consommateurs français se disent prêts à payer davantage pour des produits plus écologiques. C'est beaucoup, mais c'est aussi 7 points de moins qu'il y a 4 ans. Le problème du pouvoir d'achat est peut-être passé par là. Depuis quelque temps, vous le savez, une taxe a été instaurée sur l'électroménager, une taxe de recyclage, 8 € par exemple par téléviseur. Alors quel est le résultat? Comment se passe la transformation? Reportage Gilles Marinet, Jean-Yves Blanc. Le désossage se fait à la main. Ainsi finissent les vieux écrans à tubes. Le consommateur paye de 1 à 8 € sur l'achat de chaque téléviseur neuf pour financer le recyclage. 80 000 tonnes en France l'an dernier. Ici on disloque et on dépollue le verre épais du tube cathodique. Ce verre sera principalement réintroduit dans la filière des écrans tube cathodique. Des écrans qui vont disparaître, ça? Ce sont des écrans qui vont disparaître, tout à fait. En revanche, il y a d'autres applications possibles. Secret industriel. La concurrence autour de la réutilisation du tube cathodique est très féroce. Il faut aussi, depuis peu, recycler les téléviseurs plats, notamment LCD. Le démontage est plus facile, mais attention, derrière l'écran, de petits tubes peuvent s'avérer très dangereux. Ça va en distillation, ce qui permet de récupérer les vapeurs de mercure. Donc il faut être prudent en manipulant ça. Ah oui, c'est pour ça, il y a des consignes à respecter. Ces tubes chargés en mercure représentent seulement 1% du poids de l'appareil. Mais à cause d'eux, il a fallu réinventer le recyclage. Il fallait absolument adapter notre type de traitement au mercure. Alors c'est ce que l'on fait ici avec de la distillation, tout simplement. Alors on avait cette technologie auparavant et on l'a adaptée donc au traitement des LCD. Dans cette cuve, le mercure retourne à l'état liquide. Il sera revendu sous le contrôle de l'organisme qui gère la filière. Mais voici le futur de la télévision. 3 mm d'épaisseur, pas de produits toxiques, entièrement recyclables. Ça fait partie de nos préoccupations au moment de la conception du produit. Je dirais qu'il y a quelques années, on fabriquait des produits et une fois qu'ils étaient sur le marché et qu'ils étaient en fin de vie, on se posait la question de savoir comment on allait les recycler. Donc là, il fallait tout réinventer. Seul obstacle, cette nouvelle génération à peine sortie des laboratoires coûte pour l'instant environ 2 000 € l'exemplaire. Tout va bien à Porquerolles. Le cargo échoué il y a 36 heures a pu être remorqué aujourd'hui. Aucune pollution n'a été constatée sur place. Quelle est la bonne méthode face à la délinquance des mineurs? Un policier a été suspendu en région parisienne après un face-à-face, disons, musclé avec un mineur multirécidiviste. Il s'agit d'un policier municipal et la particularité, c'est que l'entrevue a été filmée et diffusée dans le magazine Striptease sur France 3. Le langage, vous allez l'entendre, est très cru, avec des pressions physiques. Est-ce justifiable? Est-ce efficace? La sanction contre le policier, en tout cas, fait réagir. Enquête Audrey Goutard, Patrick Desmully. Arnaud Libert est-il un homme violent? Lui s'en défend, mais ses détracteurs trouvent qu'il a passé les bornes. En acceptant d'être le personnage principal de l'émission Striptease, ce policier municipal croyait servir sa cause, être aussi un éducateur. Mais que fait la police? Pensez qu'on peut m'endormir, espèce de connard? Est-ce qu'à seul moment vous pensez que vous pouvez m'endormir? Ce jour-là, l'un des garçons ne s'est pas présenté à un stage. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Je sais pas. J'ai envie d'entendre un truc simple, tu vois. Déjà, c'est excuse-moi. Excuse-moi. Et demain, j'irai. Si je dois te traîner par tes cheveux, là, tu vas y aller. De quoi? Il y a un problème? Tu veux qu'on se tape? C'est quoi ton problème? Tu veux y aller? Tu m'as trahi, là, hein? Tu m'as trahi, hein? Tu me trahis, toi. Arrête de mitonner. Ok? Allez, vas-y, lève-toi. C'est cette scène qui a le plus choqué. Une plainte a été déposée par un syndicat de policiers municipaux et Arnaud Libert a été immédiatement relevé de ses fonctions. Ça ne correspond pas à l'image que l'on peut se faire d'une police municipale, en tout cas au Lilas, aux valeurs que l'équipe municipale porte et à la déontologie de façon générale que doit avoir un policier municipal. Tu veux que je te mette la pression comme jamais tu l'as eu? À ces propos, le policier réagit. Il est le seul, dit-il, à parler un langage que les jeunes comprennent. Parce que si ton père il veut pas te mettre des baffes dans la gueule, moi ça me dérange pas de t'en mettre. À un moment, il faut lui faire un électrochoc. Il faut lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais?
ça fait des mois que je te suis, ça fait je te trouve des stages, je m'occupe de toi, je vois tes parents, tout ça après le soir, enfin bon, et à un moment en fait tu me prends comme tous les autres, tu fais comme d'habitude. Du muscle, oui, mais le policier semble être le seul à écouter ses délinquants, à entendre le désespoir des familles. D'ailleurs, son meilleur avocat, c'est sa jeune victime. Enfin, il n'a pas été violent, il m'a plutôt mis la pression pour que je m'en sorte, quoi. Ça n'a pas été, il m'a pas tabassé, quoi. Enfin, ça n'a pas été de la vraie violence. Est-ce que vous pensez que l'action de la police municipale vous a vraiment servi? Ouais, je pense quand même qu'elle m'a aidé. Et que ça m'a aidé à m'en sortir, quoi. Mais pour ce travailleur social, la violence n'est pas une réponse. Et être éducateur, ça ne s'improvise pas. Parce que moi, tu me prends pas pour un con. Il y a une confusion des rôles, une confusion des métiers. C'est-à-dire qu'il y a un policier municipal qui se prend pour un éducateur et qui comprend rien du tout de ce qu'il y a lieu de mettre en place ou pas. Et qu'en réalité, la vraie personne qui est en échec, c'est pas le jeune garçon, c'est lui. Jamais la violence, ça marche. Jamais, 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 jamais. Dès qu'on est dans un rapport de violence, alors on a perdu. Ça veut dire qu'on est dans le même jeu que les enfants qui sont dedans. L'enquête va déterminer maintenant à quel point et sous les ordres de qui le policier municipal est sorti de ses prérogatives. Cinéma avec la sortie d'un film qui divise, Disco. Franck Dubosc fait revivre les années de strass, de paillettes et de boîtes à rythme à travers la France dite profonde. Marie Jojouan, Pascal Stelletta. La ville du Havre peut se réjouir, elle a un nouveau héros, Didier Travolta, 40 ans, roi du disco, le temps d'un film. Le disco est de retour, les gars. Des points communs avec Franck Dubosc, lui-même de la région et fan de disco. Dans son personnage, un peu de Travolta, beaucoup de Dubosc. En fait, il fallait que je sois un adulte qui s'habille comme un ado, qui pense comme un enfant. Enfant ou infantile, on se demande. Le trait est forcé, même si l'objectif de ce héros disco... Oh, encore zéro. ...est de gagner un concours pour offrir des vacances à son fils. J'étais un très bon danseur de disco, j'ai juste besoin d'une petite remise à niveau. Parce que voilà, je Fabien Otteniente, le réalisateur, a la dent dure, pour les sans grade et pour les bourgeois. Emmanuel Béaristi, en prof de danse, classique, plutôt coincé. J'étais un peu dans la situation de France Navarre de temps en temps, c'est-à-dire que j'étais hallucinée de ce que Franck Dubosc osait dans la peau de Didier Travolta. Au bureau, on disait, à la Saint-Valentin, si elle te tient la main, vivement la Sainte-Marguerite. D'autres acteurs se sont prêtés au jeu de massacre. Samuel Le Bihan, en Docker Disco, Gérard Depardieu. La moulinette de l'amour, faut arrêter ça, parce qu'ils ont inventé l'électricité. En Gérard Depardieu, avec de rigueur sur le plateau, l'humour potache. Non, le disco, ça rentre par les cheveux, ça ressort par les pieds. 50 cm au-dessus du sol, les fesses serrées. Et puis le poum-poum. Mon professeur au conservatoire, il disait il faut oser pour doser. Alors, comme je ne suis pas encore le plus grand acteur du monde, je n'y arriverai peut-être jamais, oser pour doser, disons pour l'instant, j'arrive à oser. Après, on dosera. Le trop ou le pas assez, c'est ce qui pêche dans Disco. Trop de mépris, pas assez de tendresse. Attention, cette pseudo-fièvre du samedi soir risque d'être contagieuse. L'antidote est rester chez soi avec un bon vieux disque des Bee Gees. En bref, Georges-Marc Benamou renonce à la Villa Médicis. La nomination du conseiller à l'Élysée avait été vivement contestée, provoquant notamment une pétition. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. La France se serre la ceinture. 6 à 7 milliards d'économies seraient attendus suite aux premières mesures de la réforme de l'État annoncée après-demain. Logement, emploi, formation professionnelle seraient directement concernés. Et puis polémique sur l'arrivée en France des boîtiers anti-jeunes. Ils émettent des ultrasons pour décourager les rassemblements dans les halls d'immeubles ou ailleurs. Un dispositif contesté notamment au sein du gouvernement par Christine Boutin et ce soir également par Fadela Amara. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, la suite et la fin du téléfilm Sa raison d'être avec Clémentine Célarier entre autres. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.